James Gray s'est proposé à moi parce que c'était un ami et que on se connaissait depuis à peu près un an, que il avait vu mes films et que un jour à Cannes, quand il était au jury, je le croise dans une soirée et je lui dis je vais faire un film aux États-Unis. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour écrire les dialogues et adapter une histoire dans New York. Est-ce que tu peux me faire une petite liste de gens que tu connais qui pourraient être bien pour ça, que je puisse rencontrer quand je vais à New York dans 2 mois? Et il m'a dit bah moi. Et moi je m'attendais absolument pas à ça parce qu'il l'a jamais fait avant. Et donc j'étais assez surpris. Je lui ai dit ouais mais tu sais c'est un sujet que tu connais bien, c'est un film sur 2 frères et tout. Voilà. Et lui bon c'est vrai que c'est un sujet qu'il aime particulièrement et donc il m'a dit oui tout de suite. Donc du coup j'ai foncé avec lui et effectivement son cinéma est très 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 inspiré aussi du cinéma américain des années 70. C'est un immense fan de Coppola. James, quelqu'un qui connaît par cœur les films de Coppola. Et donc on s'est retrouvé très facilement dans ce film. Moi j'adore son cinéma et effectivement quand on regarde son cinéma c'est aussi très inspiré de ces années-là quoi. On voit pas beaucoup de portables dans ces films quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous parliez de Coppola, pensez à James Caan. Ouais bien sûr. Comment ça s'est passé moi je voulais pour ce personnage je voulais quelqu'un qui soit une figure de justement de ces années-là. Et pour le coup, lui, James Caan, il a vraiment marqué Sony sur son front, quoi. Donc, évidemment, je pensais à lui. Et là, pour le coup, c'est vraiment James Gray qui m'a permis de le rencontrer et de l'appeler. Et je l'ai appelé et je lui ai parlé du projet. Et il m'a dit, bah, je le fais. Au téléphone, comme ça. Je lui ai dit, mais vous voulez pas quand même lire le scénario parce que ce serait quand même bien. Et entre-temps, il avait vu Ne le dis à personne. Il m'a dit, non, j'ai vu votre film et tout ça, ça me va. James m'a dit beaucoup de bien de vous, ça me va. Bon, après, il m'a quand même rappelé quand il a lu le scénario en me demandant quelques corrections et tout ça. Mais ça a été extraordinaire de bosser avec lui parce que c'est pour moi vraiment la figure de ce cinéma-là, qui est un cinéma qui n'existe plus aux États-Unis. Et moi, je me suis retrouvé il y a quelques années dans le bureau d'un grand patron d'un studio américain, dont je tairai le nom pour eux. Et quand je lui ai parlé de Jerry Schatzberg, le mec il connaissait pas Jerry Schatzberg, qui a quand même eu une palme d'or à Cannes, qui est quand même un mec qui a découvert Al Pacino dans Panic at Needle Park, dans L'Épouvantail, Fait de Noé pareil, c'est lui qui l'a découvert. Enfin c'est une figure du cinéma américain. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce cinéma-là est totalement disparu. Et d'ailleurs, James Caan n'est pas du tout considéré comme à sa juste valeur. Quand on voit les films qu'il a fait, quand on voit les choses qu'il a fait. Alors, il y en a certains qui en sont sortis parce qu'ils sont axés dans un truc plus peut-être commercial après, comme De Niro, comme Al Pacino, et ils sont passés à autre chose. Mais c'est vrai que c'est une période d'un cinéma qui était tellement extraordinaire. Quand on voit les Sam Peckinpah, les Cassavetes, les Sidney Lumet, enfin voilà, c'était une période en or, quoi. Le casting en général, il n'y a pas de fausses notes. Là, vous avez toujours rêvé de tourner avec des Américains de cette façon-là, Alors le casting s'est fait de manière très très étrange parce que à peine le scénario était terminé. Que je suis parti dans une mauvaise voie en fait, non pas par rapport à l'acteur parce que c'est un acteur formidable, mais j'ai mon agent américain là-bas qui m'appelle, qui me dit parce que j'étais à Los Angeles, je venais de finir le scénario avec James et elle me dit il y a Mark Wahlberg qui veut absolument te rencontrer parce qu'il a vu Ne le dis à personne et il veut absolument te rencontrer. Et moi je me suis dit à ce moment-là, quelle mauvaise idée, parce que j'adore Mark Wahlberg, je suis très très fan, mais un film sur 2 frères, alors qu'il en a fait quand même beaucoup, qui sortait de The Fighter, coécrit par James Gray, je me suis dit, c'est vraiment pas original, et en même temps j'étais très emmerdé, parce que ça se refuse pas d'aller déjeuner avec Mark Wahlberg et de l'entendre, quoi. Donc je dis j'y vais, je lui apporte pas le scénario, et je lui explique pourquoi.
Et il me dit, mais on s'en fout de ça, moi j'ai plein de frères, j'ai grandi avec des frères, c'est un thème hyper important, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Je lui fais lire le scénario, il adore, il me dit super, je lui dis mais c'était pour quel rôle? Il me dit celui que tu veux. Je me dis donc bon bref, et donc du coup je me dis je peux pas refuser. Et puis le temps passe, et puis je le tiens au courant des évolutions du montage financier. Le film commence à se monter financièrement, et puis un jour, à 2 mois du tournage, il me dit écoute, je crois que tu avais raison, c'est un peu trop proche de... Bon, ça lui a mis un peu de temps à réaliser ça, mais du coup, je me suis retrouvé dans une situation où tout d'un coup, plus d'argent, parce que le montage financier s'est écroulé, et du coup, je me suis dit, bon, en même temps, ça veut dire que je vais pouvoir retourner à ce que je voulais, c'est-à-dire faire un film petit budget, à la dure, dans New York et tout ça, et je vais pouvoir aller vers des acteurs pour qui c'est important de faire le film. Comme de la même manière, j'avais casté Ne le dis à personne à l'époque avec François Cluzet, où moi j'ai toujours pensé, parce que peut-être aussi je suis comédien aussi, que c'est important de proposer un rôle à quelqu'un pour qui c'est un vrai cadeau et pour qui il va pas faire un film de plus, pour qui ça va être vital de faire ce rôle. Et j'ai pensé à Clive Owen que j'avais trouvé extraordinaire dans le film d'Alfonso Cuarón et dans Le Fils de l'Homme, et j'avais vraiment envie de bosser un jour avec lui, et je trouvais qu'il avait vraiment ce côté charismatique et à la fois violent qu'il peut avoir. Quand je l'avais vu dans Closer avec Julia Roberts, dans cette scène où il court après dans l'appartement, où il lui gueule dessus, où il avait un truc limite qui faisait un peu peur, et je me suis dit c'est vraiment un bon combiné. Et puis lui, il va devoir travailler sur son accent, ça va être un truc important pour lui, je vais avoir un vrai complice. Et ça a été le cas, puisqu'il a lu le scénario très vite, et ça a été une grande rencontre, ça a été génial. Après, il y a eu Billy Crudup, que moi je connais parce que c'est un acteur de théâtre extraordinaire à New York. Il a fait plein de pièces. Je l'avais vu dans Jesus Son, un film avec comment il s'appelle oh merde, Easy Rider. Dennis Hopper, merci Thierry, avec Dennis Hopper, et dans Presque Célèbre. Enfin voilà, et je trouvais qu'il avait une tête de 70s en plus. Et puis c'est un acteur. Ouais. Il jouait le guitariste. Et puis il a un côté un peu de François Cluzet, je trouve. Et je sais pas. Ouais, c'est peut-être la moustache. Non, mais il a un truc un peu nerveux comme ça, d'acteur un peu nerveux, un peu. Et donc c'était j'étais très envieux de travailler avec lui. Et puis le reste du casting s'est fait naturellement. Marion, évidemment, j'ai pensé à elle très rapidement parce que j'adore tourner avec elle et j'avais très envie de lui proposer un rôle dans le film. Zoé Saldana, ça a été une des premières parce qu'effectivement, en écrivant le scénario et en pensant à une femme de couleur, j'ai pensé à elle parce que je l'avais vue dans le making-of d'Avatar, où je l'avais trouvée hallucinante. J'avais vu devant un fond bleu avec des capteurs plein la tronche en train de jouer un truc très intense, et je m'étais dit qu'elle était vraiment intéressante. Et voilà, le casting après s'est fait après cette partie qui a été très longue, durant laquelle j'ai essuyé beaucoup de refus. Quand les choses ont commencé à se décanter et que j'ai commencé à me dire arrête de chercher une immense star hollywoodienne, parce qu'à la base c'est pas ce que je voulais, mais dès que j'ai perdu Mark Wahlberg, j'ai voulu absolument aller chercher une autre star, ce qui était complètement idiot. Et en fait, voilà, les choses sont plutôt bien faites, je trouve, parce que je pense que le film n'aurait pas eu, pour mon opinion, je trouve que le film n'aurait pas eu le même cachet si ça avait été. Il y a eu ce côté un peu commercial d'avoir une grande star à l'époque des Liens du Sang. Et puis pendant le film, pendant l'écriture du film, je leur ai reparlé, je les ai vus, j'ai même fait venir Michel, que j'ai invité à dîner, à déjeuner à Paris pour rencontrer Clive Owen, où ils se sont rencontrés, parce que Clive Owen voulait aussi le rencontrer pour essayer d'intégrer certaines choses, de comprendre certaines choses. Et il m'a apporté plein de choses très intéressantes, comme par exemple cette scène muette entre Mila Kunis et Clive dans cette chambre où elle va juste jouer de la musique. Au départ, c'était une scène qui était écrite et que j'ai décidé de jouer muette et de ressentir juste dans ce que j'aime moi justement de ces films-là, où on prenait le temps de vivre avec
avec les personnages, où il n'y avait pas ce truc de zapping, de montage hyper cut, où tout doit aller très vite. J'aimais ce sentiment, et notamment dans cette première partie, qui est la partie où la vie va lentement avant qu'il bascule à nouveau dans la vie facile et dans l'argent facile, et que là tout d'un coup le tempo du film s'accélère parce que tout d'un coup sa vie aussi à lui s'accélère. Mais dans cette scène, quand ils sont silencieux, la discussion avec Michel Papé était intéressante parce qu'il nous avait expliqué qu'un taulard, quand il sort de tôle, il n'a pas de libido, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et que parce que seul dans une cellule pendant des années, la libido en prend un grand coup, et que c'est le retour à la sexualité est très difficile. Et je trouvais ça intéressant, cette scène où il est comme un ado assis, et du coup c'est comme ça que m'est venue cette idée de cette scène où il est assis et n'ose pas faire le premier pas face à cette jeune fille. Et les frères Papé sont toujours vivants, les deux, et ça m'a toujours gêné en fait finalement d'abord ça m'a gêné par rapport à la réalité de faire mourir l'un des deux frères, et au-delà de ça je trouvais la fin, avec sans dévoiler trop pour le spectateur, mais ce qui se passe dans la fin de Blood Ties, je trouvais ça quelque part assez terrible dans ce qui se passe, qui est pas pire qu'une mort, mais qui est quand même une mort lente quelque part, parce que la situation dans laquelle il va mettre son petit frère est une situation terrible en fait, et il a déjà vécu une grosse partie de sa vie déjà avec ce poids, mais l'autre partie avec laquelle il va vivre est assez difficile, si je peux dire. Dans ce sens-là, finalement, plus sur la... Ce que je voulais, c'est d'étirer en fait le thème du film, qui est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, si on veut tourner le dos à quelqu'un de sa famille, même si on est déterminé et décidé à le faire, quoi qu'il arrive, on aura toujours ce poids sur les épaules, on aura toujours ce petit truc qui vous grignotera. Et ce qui m'intéressait dans cette fin, c'était de montrer le paroxysme de ça, et de montrer que il y a des liens du sang effectivement, mais il y a des choses qui les opposent tellement et tellement tragiques que voilà, c'est ça qui m'intéresse dans ce film, c'est la loi des contraires, quoi. Et en même temps, je m'excuse pour poursuivre, en même temps il y a le côté justement de l'opposition entre l'adaptation française et américaine, puisque justement c'est pas du tout la même mentalité, et on peut se rendre compte même qu'avec les personnages, les sentiments ne sont pas exactement les mêmes, on sent une touche française mais qui n'était pas dans le premier. Ouais. Donc est-ce que ça a été quelque chose de très difficile à ça a été un des aspects importants pour moi à travailler dans le scénario, à savoir que, comme je disais, dans une adaptation, on fait un film dans un autre pays qui a une autre culture et qui a une autre façon de voir les choses, et que fatalement il y a des situations qui existent dans une situation française et qui ne va pas être ressentie de la même manière dans un autre pays comme les États-Unis. Et donc du coup, effectivement, l'adaptation sur laquelle j'ai pu travailler et les conseils que j'ai pu demander des fois à James Gray, c'était sur ces choses-là, sur les ressentis, sur comment on perçoit une chose, l'histoire d'amour par exemple, qui a totalement changé dans l'adaptation, où en fait cette histoire n'est plus une histoire qui naît comme ça de cette rencontre quand il arrête le Scarfo, mais plutôt une vieille histoire passée qui a mal été vécue, et où il essaie de se rattraper, qui permet en même temps de montrer un pan de l'histoire américaine, d'une évolution raciale entre les années en à peine 10 ans. Et ça, c'est un aspect pour moi qui était intéressant, parce que ça plaçait le film dans son contexte historique aussi, quoi. Donc effectivement, c'est des émotions différentes aussi, ouais.